L'acquisition de vocabulaire par les élèves est un facteur crucial de la réussite en lecture, c'est un fait bien connu. En revanche, ce qui l'est moins, c'est que c'est également un facteur crucial du développement cognitif. En effet, au-delà du nombre de mots connus par les élèves, les tests de vocabulaire évaluent également la complexité du système conceptuel des élèves, c'est-à-dire la richesse et densité des liens entre concepts, ces concepts étant représentés par des mots. En d'autres termes, les tests de vocabulaire évaluent une composante centrale du système cognitif que sont les capacités de conceptualisation. Ces capacités de conceptualisation sont également liées à d'autres capacités que sont les capacités de raisonnement et d'abstraction. Ces capacités sont couramment évaluées à l'aide ici d'un test que l'on appelle les matrices de Raven et qui consiste à terminer en fait des planches suivant une logique particulière. Ce que montrent de très nombreuses études, dont celle de Kiewit et collaborateurs en 2017, c'est qu'il existe un couplage dynamique entre ces deux capacités, donc à la fois de conceptualisation et de raisonnement abstraction. Et ce couplage dynamique fait que ces deux types de capacités s'influencent mutuellement au cours du développement cognitif et finalement déterminent de façon couplée le niveau d'efficience cognitive des individus. Pour rendre compte de l'acquisition du vocabulaire par les individus, et en particulier pour décrire sa dynamique fonctionnelle, c'est-à-dire comment ça se passe en fait dans le système cognitif et dans le cerveau, les chercheurs en psychologie cognitive et en sciences cognitives en général font l'hypothèse qu'il existe une structure de stockage particulière pour les mots que connaissent les individus et que l'on appelle donc le lexique mental ou le lexique interne. Et pour chaque mot stocké dans ce lexique, eh bien, pour chaque mot, 3 codes essentiels de ces mots sont stockés. Ainsi, pour chaque mot, les codes phonologiques de ces mots sont stockés, ainsi que leurs codes orthographiques. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des codes formels, c'est donc la façon dont se prononce le mot et dont il s'écrit, mais également sont stockés les codes sémantiques de ces mots. Alors les codes sémantiques, en général, bien sûr, on suppose qu'ils vont intégrer des propriétés conceptuelles, par exemple la catégorie sémantique, donc ça, Karine Duvigneau vous en parlera dans sa conférence, mais ce que l'on sait aussi depuis peu, c'est que les propriétés sensorimotrices participent également au code sémantique de ces mots. Ainsi, de très nombreuses études en neurosciences cognitives montrent que lire un mot comme cannelle, bien évidemment, va activer ici des zones du cerveau qui sont dévolues au traitement du langage, bien évidemment également au traitement visuel, à la mémoire des mots, mais également va activer en fait ici des régions corticales qui sont dédiées à la gustation et à l'olfaction, mais également aussi des aires motrices. Donc quand on lit un mot tel que cannelle, eh bien en fait on va embraser le cerveau et notamment ce que l'on voit, c'est que les codes sémantiques de ces mots, eh bien codent à la fois des propriétés très abstraites, mais aussi des propriétés sensorimotrices de ces mots. Pour ce qui concerne les facteurs de développement du lexique, j'en citerai 4. Le premier concerne le développement des capacités phonologiques qui sont pratiquées de la moyenne section de maternelle au CP, parmi lesquelles ce que l'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité à comprendre que les mots parlés sont constitués d'unités, que sont les syllabes, les phonèmes, et à les manipuler de façon consciente. Cette capacité, on la mesure avec des tâches qu'on dit de conscience phonologique, telles que, par exemple, retirer le premier son d'un pseudomot de riz et dire ce qu'il reste.
Alors, ce que l'on sait, évidemment, hein, c'est que le développement de ces capacités de conscience phonologique a un impact clair dans la compréhension du principe alphabétique. Mais ce que l'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que cette conscience phonologique, en focalisant les élèves sur la structure phonologique des mots parlés, leur permet également de différencier très précisément les mots entre eux et par conséquent permet d'augmenter leur vocabulaire. Hein. Donc, par exemple, la conscience phonologique permet effectivement ici de comprendre que foin et loin sont des mots différents, ainsi que lac et sac, et jupe et jute. Alors, ce phénomène est décrit très précisément dans le modèle de restructuration lexicale qui a été développé par Metsala et Wallet. Un deuxième facteur du développement concerne l'exposition indirecte à l'écrit pendant la période préscolaire, avec notamment la lecture d'histoire à voix haute. Donc ça, ce sont les travaux de Hoff et de Sénéchal. Mais plus proche de nos intérêts ici, un troisième facteur du développement concerne l'enseignement direct du vocabulaire. Alors, on peut citer notamment des études qui se sont intéressées à l'entraînement du vocabulaire en moyenne section de maternelle et en grande section de maternelle avec la lecture de livres et dialogues autour de la lecture. Et ces études ont montré un fort impact de ces méthodes sur l'accroissement de vocabulaire, mais également avec un effet plus important pour les enfants de milieux socio-économiques moyens à élevés. Pour l'enfant d'école primaire, des études ont identifié, ont mesuré les effets d'un enseignement direct, par exemple par l'utilisation de dictionnaires, mais ce qu'elle montre également, c'est que l'élève d'école primaire a souvent des difficultés à comprendre ces définitions. D'autres études se sont focalisées sur l'utilisation du contexte pour induire le sens d'un mot, mais là aussi, le problème, c'est qu'un certain nombre de contextes ne sont pas toujours assez porteurs pour permettre de comprendre le mot que l'on ne comprend pas. Pourquoi l'exposition à l'écrit est-elle un prédicteur important de l'acquisition du vocabulaire? Pour cela, je vais rappeler quelques caractéristiques de l'écrit et notamment souligner le fait que les manuels scolaires proposent une richesse lexicale de l'écrit, en particulier avec des structures syntaxiques plus complexes que celles utilisées à l'oral, mais également un vocabulaire plus riche, composé de mots peu fréquents. Ainsi, une étude lexicologique américaine des manuels scolaires de Nagy et Anderson montre que la majorité des mots sont de très basse fréquence, et notamment à la fin de l'école primaire. Ce fait est également retrouvé en français avec la base Manulex qui est disponible pour les chercheurs et les pédagogues. Ce que montrent également ces études lexicologiques, c'est que la majorité des mots peu fréquents sont morphologiquement complexes, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'au moins 2 morphèmes. Vous pourrez également donc, vous assurer de ce phénomène en consultant la base Manulex Morpho. Qu'est-ce que la morphologie? Eh bien, si je lis « Ma grand-mère a un dentier génial » et « Ma grand-mère a un dentiste génial », ce que je constate, c'est que l'analyse morphologique des mots est importante dans ce cas-là parce qu'elle permet de distinguer en fait 2 phrases qui sont extrêmement similaires à l'exception d'un tout petit morphème qui sont « ié » et « ist ». Alors, les mots morphologiquement complexes, que j'appellerai complexes par la suite, sont constitués d'au moins 2 morphèmes, les morphèmes étant définis comme les plus petites unités de sens véhiculées par la langue. Donc ici, si on prend le mot dentiste, qui est un mot complexe, celui-ci peut se décomposer en 2 morphèmes, la base dent et le suffixe ist, ce qui permet évidemment de rappeler le sens de ce mot, qui est effectivement quelqu'un dont le métier est de soigner les dents. Alors, très rapidement, selon le point de vue
de la morphologie. On peut donc distinguer les mots morphologiquement simples qui sont constitués d'un seul morphème, des mots morphologiquement complexes qui sont composés de plusieurs morphèmes. À l'intérieur de ces mots morphologiquement complexes, eh bien, on distingue les morphèmes lexicaux, qui sont des mots en fait, qui véhiculent essentiellement une information sémantique, et les morphèmes grammaticaux qui véhiculent surtout une information syntaxique. Ces morphèmes grammaticaux peuvent être libres, il s'agit de propositions, prépositions, d'articles, mais liés également, et là on se réfère à des affixes. Il y a deux types d'affixes, des affixes flexionnels, qui sont surtout impliqués dans le traitement grammatical et le traitement syntaxique, et des affixes dérivationnels ici, qui sont impliqués dans la formation de mots nouveaux. Et c'est ces mots-là, ces mots dérivés, qui vont nous intéresser dans cette conférence. Alors, des études lexicologiques rapportent que la majorité des mots que nous utilisons est complexe. C'est le cas donc de l'étude lexicologique de Redebov, parue en 1984 mais qui a fait date, qui montre que 80% des mots du Robert méthodique sont complexes. Ces études lexicologiques montrent également que on constate 4 fois plus de mots complexes que de mots simples dans les manuels scolaires. Donc ça veut dire en clair que les enfants voient 4 fois plus de mots comme chaton que comme chat. Alors voici un exemple tiré d'un livre de CP, qui est là pour vous montrer qu'effectivement on utilise beaucoup de mots morphologiquement complexes dans les manuels scolaires. Il s'agit en fait d'un livre du CP, je tairai ma source, mais si vous lisez la légende de l'histoire, la bibliothécaire remonte lentement les couvertures et borde les malades comme des bébés. Et bien là, vous verrez effectivement qu'on a des mots bimorphémiques pratiquement tout le temps. On a bibliothécaire, bibliothèque et le suffixe R, re qui est un suffixe, monte lentement un suffixe aussi adverbial, les couvertures, là nous avons 3 suffixes, couvrir, ur et la flexion de nombre, etc. etc. Donc effectivement, les mots morphologiquement complexes sont vraiment très nombreux dans les manuels scolaires. Alors, pourquoi ici on propose de stimuler les connaissances morphologiques? Précisément pour tirer profit de la proportion importante des mots complexes du vocabulaire de l'école primaire. Des études montrent précisément que la zone active du vocabulaire acquis par l'enfant de l'école primaire renvoie ou concerne des mots qui sont peu fréquents et complexes d'un point de vue morphologique. Ainsi, Nagy et Anderson rapportent qu'environ 60% du vocabulaire acquis par l'enfant d'âge scolaire serait complexe et composé d'une structure phonologique et sémantique transparente, comme par exemple ourson. Dans la même lignée, Anglin, en 1993, montre qu'entre le CP et le CE1, les élèves acquièrent majoritairement des mots complexes par rapport à l'acquisition des mots simples. Alors, signalons également que le système orthographique du français attire l'attention du lecteur sur la dimension morphologique des mots à lire. En effet, le système orthographique du français est organisé autour d'un principe morphophonologique. Ainsi, la morphologie flexionnelle ne s'entend quasiment pas à l'oral, mais en revanche, le principe alphabétique du français, comme on le voit ici dans ces exemples, le code systématiquement à l'écrit cette morphologie flexionnelle. De la même façon, on constate que le système orthographique du français permet, notamment grâce à ce que l'on appelle des morphogrammes, comme la lettre T et la lettre D, permet de choisir entre deux homophones, le sens de ces homophones. Donc c'est le cas par exemple ici de les, LAIT, et de les, LAID. Alors, sans rentrer dans les détails, la psychologie cognitive et les sciences cognitives
propose plusieurs modèles de la représentation en mémoire des connaissances morphologiques des individus. Et très schématiquement, on distingue donc ce qu'on appelle les modèles classiques de représentation de la morphologie en mémoire. Ces modèles classiques, en fait, eux, envisagent que les connaissances morphologiques sont directement encodées en mémoire. On le voit ici, il s'agit d'une couche, ici, d'encodage de la mémoire. À l'inverse, des modèles dits connexionnistes, eux, proposent que la morphologie, les connaissances morphologiques ne sont pas encodées explicitement en mémoire, on le voit ici sur ce schéma, mais constituent ce qu'on appelle une sorte de résonateur des régularités qui existent entre les codes orthographiques ou phonologiques et les codes sémantiques. Alors, ce résonateur, eh bien, il permet ici d'encoder ce que l'on appelle la convergence de la forme et du sens des mots morphologiquement complexes. Ainsi, on voit ici qu'on a une espèce de continuum de cette convergence avec donc des mots qui sont très transparents d'un point de vue morphologique. Donc, ils partagent des propriétés formelles, donc orthographiques et phonologiques, mais également sémantiques. Des mots comme fauve ou fauvette, eh bien, eux sont dans une convergence qui est un petit peu plus opaque. Et puis, on continue jusqu'à des mots comme abricot, abri, qui, eux, effectivement, possèdent une partie du code orthographique en commun, mais ne sont absolument pas reliés sémantiquement. Nous avons également mis en évidence deux traitements dans l'analyse morphologique. Et nous avons montré notamment avec la technique des potentiels évoqués que lors de l'analyse morphologique des mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, eh bien, le système cognitif applique deux traitements. Un premier traitement que l'on appelle morphophonologique ou morpho-orthographique et qui consiste en l'extraction et l'identification formelle de morphèmes potentiels. Donc ici, il s'agirait par exemple d'extraire phonologiquement ou orthographiquement dans et ist. À ce traitement succède un autre traitement que l'on appelle morphosémantique, au cours duquel eh bien, le système cognitif va activer les propriétés sémantiques associées au morphème, constitutif du mot que nous sommes en train soit d'entendre, soit de lire, et il va vérifier la compatibilité de ces informations sémantiques pour pouvoir identifier ce mot. Alors, on dispose d'un certain nombre de preuves expérimentales de l'intérêt à utiliser les connaissances morphologiques dans le développement du lexique chez l'enfant d'école primaire. Je vais en citer deux types. Donc, le premier type de données provient d'études qui montrent une influence des connaissances morphologiques dans l'acquisition du vocabulaire. Et le deuxième type de données eh bien, renvoie à des expériences d'entraînement au développement des connaissances morphologiques. Alors, avant de décrire certaines de ces études, je voudrais donc préciser que ces études peuvent utiliser deux types de tâches d'évaluation du vocabulaire. Donc ici, une tâche qui mesure l'étendue, c'est-à-dire le nombre de mots connus par les élèves. Donc ça, on l'a vu, il s'agit d'une version de l'EVIP. Donc on prononce le mot piéton et l'enfant doit désigner l'image qui correspond au mot piéton. On peut aussi utiliser des tâches destinées à évaluer la précision du sens de ces mots. Et donc, on utilise très couramment une tâche de définition de mots. Ça se trouve en fait dans les échelles de développement de l'intelligence. L'évaluation des connaissances morphologiques s'effectue à l'aide de tâches que l'on appelle des tâches dites de conscience morphologique. Alors, la conscience morphologique est définie par la capacité à opérer des traitements morphologiques sur les mots parlés, à utiliser ces connaissances morphologiques. En d'autres termes, la conscience morphologique évalue la conscience qu'a l'enfant de la structure morphémique des mots et sa capacité à réfléchir sur cette structure et à la manipuler explicitement. Alors,
3 aspects des connaissances morphologiques ont été distingués par un certain nombre de chercheurs, donc Tyler et Nagy. Il s'agit de la conscience des relations morphologiques entre les mots, les familles de mots par exemple, la connaissance des dimensions sémantiques et syntaxiques des morphèmes, c'est-à-dire le sens et les propriétés syntaxiques qui sont associées aux morphèmes, bases, préfixes et suffixes, et la connaissance des règles de construction morphologique. Alors, parmi les tâches les plus fréquemment utilisées, on peut citer la tâche de dérivation qui demande de compléter une phrase en utilisant la forme dérivée adaptée au contenu de la base. Donc, par exemple, celui qui chante est un chanteur, celui qui conduit est un conducteur. La tâche de décomposition morphologique qui demande de produire la forme de base d'une forme dérivée. Donc, donne-moi un mot plus petit que fillette. La tâche de jugement de relation, donc demander à l'enfant de dire si 2 mots formellement proches appartiennent ou non à la même famille. Donc par exemple, est-ce que fille et fillette appartiennent à la même famille? C'est oui. Est-ce que bague et baguette appartiennent à la même famille de mots? Eh bien, c'est non. La tâche de définition, donc demande de définir un mot ou un pseudomot complexe, comme par exemple, on va donner tout l'heure et on va demander, voilà, tout l'heure, est-ce que c'est un petit tal ou celui qui tale. Enfin, la tâche d'analogie, l'analogie morphologique, donc demande de produire une forme dérivée à partir d'un modèle. Donc on donne avec des marionnettes, une marionnette va dire promener et la deuxième marionnette va dire promenade. Et donc on va ensuite demander à l'enfant, ben voilà, la première marionnette elle dit glisser et la deuxième, qu'est-ce qu'elle va dire? Donc on attend glissade. Alors, de très nombreuses tâches de conscience morphologique ont été développées par les chercheurs et la question de la nature des connaissances morphologiques qui sont sollicitées dans ces tâches reste toujours en débat. Néanmoins, à la suite de Goodwin et collaborateurs en 2017, on envisage quand même une position commune qui stipule que toutes ces tâches mesurent au moins une connaissance morphologique générale, soit la sensibilité à la structure morphologique des mots, qui permet notamment d'identifier la structure interne des mots. L'identification de la structure interne des mots étant une stratégie clé pour inférer le sens de mots inconnus, donc étendre son vocabulaire à partir d'éléments morphémiques familiers. Cela permet aussi d'approfondir le sens de mots qui sont déjà connus. Alors, l'acquisition du système morphologique en français a été relativement peu étudiée puisque la majorité des études ont été conduites en langue anglophone. Néanmoins, on peut tirer au moins 2 conclusions de ces études qui ont été conduites en français. C'est que la capacité à manipuler consciemment les unités morphémiques des mots se développe assez précocement, vers 4-5 ans, et que son développement se poursuit assez tardivement, au-delà de 12-13 ans. Alors, je vais vous donner un exemple de résultats que nous avons obtenus chez les enfants, notamment du CP jusqu'au CE2, avec la tâche de jugement de relation de mots, avec la tâche de décomposition morphologique. Et comme vous le constatez ici, eh bien, dès le CP, on constate ici que les élèves manifestent une sensibilité à la structure morphologique des mots. En revanche, avec certaines tâches plus complexes, par exemple la tâche de compréhension de suffixes, un mouteur c'est un petit moute ou celui qui moute, eh bien on observe qu'au CP, les enfants répondent au hasard. Alors, parmi les recherches qui montrent une influence ou qui rapportent une influence des connaissances morphologiques dans l'acquisition du vocabulaire, celle conduite par McBride Chang en 2005 avec des enfants anglophones est tout à fait typique. Donc, dans cette étude, on a administré à 115 enfants de grande section de maternelle et 105 enfants de CE1, donc des tâches de conscience phonologique, donc des tâches de mémoire à court terme phonologique, de vitesse d'activation des codes phonologiques et des tâches qui mesurent les capacités de décodage. On a également administré une mesure du vocabulaire qui est dit expressif. Là, il s'agit de nommer des images que l'on présente aux enfants. Et 2 tâches de conscience morphologique,
Donc une tâche d'identification morphologique qui évalue la connaissance de la dimension sémantique des morphèmes des enfants. Donc par exemple, l'expérimentateur va donner un mot à l'oral, se moucher, puis va présenter deux images. Donc il va nommer moucheron et mouchoir, et l'enfant doit désigner l'image qui se rapproche le plus du sens de se moucher. La deuxième tâche est une tâche de conscience de la structure morphologique et elle évalue la connaissance des règles de construction morphologique. Donc par exemple, on va dire à l'enfant, le contraire de faire, c'est défaire. Donc le contraire de se chausser, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est se déchausser. Alors, ce que montrent les résultats, c'est que les performances à ces deux tâches, d'identification morphémique et de conscience de la structure morphémique, sont des prédicteurs uniques de l'étendue du vocabulaire. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que ce sont des prédicteurs de ce vocabulaire indépendamment des prédicteurs classiques du vocabulaire que sont l'âge, la conscience phonologique, la mémoire à court terme phonologique, la vitesse d'accès au code phonologique et les capacités de décodage. Ce que montrent les résultats aussi, c'est que chaque tâche contribue spécifiquement à expliquer les performances de vocabulaire. Donc, ainsi, les connaissances morphologiques constituent un des facteurs centraux d'accroissement du vocabulaire. Deuxième conclusion, c'est que différents types de connaissances morphologiques contribuent à cet accroissement. Et ce que l'on va voir, c'est que leur incidence augmente en raison des caractéristiques du vocabulaire écrit auxquels sont confrontés les élèves de l'école primaire. Donc, on peut citer l'étude de Spark et Deacon, qui a été menée avec 100 enfants anglophones qui ont été suivis longitudinalement du CE1 au CE2. Alors, les tâches qu'on leur a proposées sont des tâches de vocabulaire réceptif, donc ça, on en a vu un exemple, de raisonnement non verbal, de conscience phonologique, de capacité de décodage et d'identification des mots écrits. La tâche morphologique est une tâche d'analogie morphologique que nous avons vue. Alors, que montrent les résultats? Eh bien, les résultats montrent que la tâche d'analogie morphologique est un prédicteur, et toujours un prédicteur unique, donc des performances en vocabulaire obtenues au CE1, au CE2, mais également aussi du développement de ce vocabulaire du CE1 au CE2. En revanche, ce que rapportent les auteurs, c'est que les performances de vocabulaire, elles, ne prédisent pas, ne sont pas des prédicteurs du niveau de performance à la tâche d'analogie morphologique. Donc ce que l'on peut conclure, c'est que les connaissances morphologiques sont un moteur central de l'accroissement du vocabulaire et que, effectivement, ces connaissances sont fortement sollicitées à mesure que les textes se complexifient. Alors pour le deuxième type de données, qui renvoie donc aux études qui montrent un effet d'entraînement morphologique sur l'acquisition du vocabulaire chez les enfants, on peut citer la méta-analyse de Goodwin et Owen parue en 2010 et qui inclut 17 études qui se sont intéressées à l'impact d'un entraînement morphologique sur l'acquisition de compétences de littératie, dont le vocabulaire fait partie. Ces études incluaient des enfants de la grande section de maternelle à la 3e. Alors, je vais préciser ce qu'est une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une démarche statistique qui permet de synthétiser quantitativement les données d'un ensemble d'études qui traitent d'une même question. Donc, ça veut dire ici qu'on va disposer d'une base de données plus importante que celle d'une seule recherche. Et évidemment, ici, la question commune à toutes ces recherches, c'est bien de savoir quelle est l'efficacité d'un entraînement morphologique par rapport à une activité de classe habituelle ou un autre entraînement, par exemple. Donc, utilisation du dictionnaire, utilisation du contexte. Alors, cette démarche statistique, elle permet le calcul de ce qu'on appelle une taille d'effet de cet entraînement par rapport à des entraînements contrôle, que sont par exemple une activité de classe habituelle ou d'autres entraînements. Alors, couramment, on estime qu'une taille d'effet qui est égale à 0,20 est un effet
d'un entraînement morphologique qui est relativement faible. À 0,50, il s'agit d'un effet modéré et à partir de 0,81, on estime que cet effet est important. Alors, les principaux résultats de cette méta-analyse, lorsque les activités sont centrées sur l'acquisition du vocabulaire, elles montrent des effets. Alors, ils sont significatifs, modérés avec des enfants qui ont des difficultés de lecture, mais ils sont significatifs. Un effet aussi modéré avec des enfants qui ont des troubles des apprentissages, parce que ça peut renvoyer à des problèmes des difficultés ou des problèmes très différents. En revanche, on voit qu'on atteint un effet très important avec des enfants qui ont des troubles de la parole ou du langage, des enfants qui doivent apprendre le français ou l'anglais, ça dépend, comme langue seconde, et enfin, un effet intéressant aussi chez les enfants qui ont une dyslexie. Ce que montre également cette méta-analyse, c'est qu'il y a des modérateurs, donc il y a des facteurs en fait qui viennent moduler les effets que je viens de vous décrire. Et parmi ces facteurs de modérateurs, il y a la durée de l'intervention donc de ces activités. Donc on voit ici qu'en dessous de 10 heures, eh bien, les effets ne sont pas très importants. Alors, il y a quand même un bémol à cette méta-analyse, c'est que malheureusement, les programmes des études de la méta-analyse diffèrent par les instructions et les stratégies d'enseignement. Donc, on note par exemple qu'il y a 16 stratégies d'enseignement morphologique qui ont été identifiées. Donc, effectivement, il est nécessaire de faire encore des recherches pour bien identifier notamment les modalités d'un entraînement morphologique qui serait maximal. Alors, l'explication des effets de l'instruction morphologique sur le vocabulaire, eh bien, Nagy et Anderson proposent une explication que d'ailleurs je vous ai déjà donnée. L'idée ici, c'est que ces effets permettent en fait d'approfondir le sens des mots connus, donc notamment des exemples, des mots qui sont très fréquents. Donc, l'idée ici, c'est que ces effets sont des effets qui vont influencer la précision du vocabulaire. Alors par exemple, déjeuner, le mot déjeuner, c'est un mot très fréquent. Pour nous, finalement, ça signifie un repas. Mais en fait, c'est le déjeuner, c'est le contraire de jeûner. Donc ça, c'est aussi intéressant de s'en souvenir. Et c'est donc rompre le jeûne. Alors, un deuxième effet de l'instruction morphologique, c'est effectivement de permettre d'inférer le sens de mots inconnus à partir d'éléments morphologiques, donc des morphèmes qui sont familiers. Et là, on va ici permettre aux individus d'étendre leur vocabulaire. Alors, on a parlé jusqu'ici de l'effet des connaissances morphologiques sur l'acquisition de vocabulaire, mais ce que l'on sait également, c'est qu'on connaît les effets des connaissances morphologiques sur la lecture, en particulier sur le décodage et l'identification de mots jamais lus. On connaît aussi leur influence très importante aussi sur la compréhension en lecture. Et ce que l'on connaît aussi, et ça c'est absolument intéressant quand on s'intéresse à des élèves qui sont en difficulté, grande difficulté d'apprentissage de l'écrit, que sont les dyslexiques, ce que nous avons montré, c'est que ces connaissances morphologiques sont préservées, contrairement aux connaissances métaphonologiques. Ce qui nous a conduit également à montrer, il y a assez récemment, que ces connaissances morphologiques ont permis à des adultes dyslexiques de haut niveau, qui peuvent poursuivre des études à l'université, de développer une procédure compensatoire de lecture. Pour cela, nous avons utilisé une technique d'imagerie cérébrale que l'on appelle l'IRMF. Et ce que nous avons montré, on le voit ici, c'est que la lecture d'un mot morphologiquement complexe chez un normolecteur va activer dans un premier temps ici une aire occipitale, c'est l'aire en fait du codage orthographique, et que à cette activation va succéder ici une activation dans les aires frontales qui consiste en fait à activer le sens des morphèmes et à vérifier leur combinaison.
Alors, chez l'adulte dyslexique, ce que l'on constate ici, c'est que cette première activation des régions occipitales, hein, qui permettent effectivement ici de recouvrir le code orthographique de ces mots, se fait très très rapidement et de façon très succincte, et que l'activation ici de ces zones frontales, hein, qui engagent donc les connaissances sémantiques associées aux morphèmes, elle se fait beaucoup plus rapidement que chez le normolecteur, et elle permet finalement d'assister, hein, ici, cette première étape de lecture qui se fait de façon très très difficile, très très compliquée, encore chez le lecteur dyslexique de niveau universitaire. Alors, l'OML, en 2007, recommande d'intégrer dans les programmes scolaires l'enseignement de la morphologie dès le CP. Hein. Donc, je cite, page 21, « Il est donc préférable d'introduire l'étude de la morphologie le plus tôt possible lors de l'apprentissage de la lecture, d'autant que celle-ci permet de façon explicite de relier forme orthographique et sens du mot. » Et il est écrit que l'entraînement à la morphologie doit être précoce et non différé. Alors, je vais proposer ici, je vais donner quelques exemples hein, qu'il faut bien sûr contextualiser. Hein, et, ce sont des exemples qui tirent parti en fait d'un matériel écrit qui est utilisé hein, par les élèves. Et donc, le premier exemple, hein, consiste évidemment au CP à travailler la morphologie des mots, essentiellement en focalisant les élèves sur la structure interne des mots selon deux dimensions, les bases et les affixes. Alors, pour les bases, il s'agit hein, pour l'élève de découvrir que les mots peuvent partager une communauté de formes et de sens tout en possédant une variation de sens qui les distingue les uns des autres. Hein, donc, ça va être des activités autour des familles de mots. Donc là, ici, vous avez un exemple hein, qui est fait, un exemple d'activité à l'oral qui est fait au début du CP. Hein, donc là, il s'agit d'apprendre une comptine que l'on appelle morphologique. Et puis ensuite, on va demander à l'élève de travailler, d'identifier les familles morphologiques de certains des mots de cette comptine. On peut aussi utiliser ce support pour faire travailler hein, au CP les familles morphologiques. Et en fin de CP, on peut aussi utiliser ce type d'exercice, d'activité, qui permettent finalement aussi d'assister la lecture des élèves. Alors, pour donc déployer une activité morphologique, enfin des activités morphologiques systématiques, un certain nombre de précautions doivent être prises. Il faut en particulier s'assurer que les bases doivent être connues par les élèves et il faut aussi contrôler la transparence phonologique des mots morphologiquement reliés. Hein, donc comme danse, danseur, la relation est totalement transparente. Camion, camionneur, déjà, effectivement, là, ici, la transparence phonologique est moins évidente. Et alors, elle ne l'est pas du tout lorsqu'on considère les deux mots fou et folie. Donc, il faut contrôler la transparence phonologique, mais également aussi la transparence sémantique. Hein. Donc, re dans redire versus sur dans surchauffer. Re est un préfixe qui est extrêmement transparent sémantiquement, sur les moins. Heure est un suffixe transparent, les moins. D'accord ? Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est proposer des exercices qui se situent dans les mêmes catégories que celles, par exemple, que je viens de décrire, au CE1 ou CE2, mais justement en utilisant ces paramètres. Alors, on peut également proposer un travail sur les affixes, hein, préfixes et suffixes, des mots complexes, qui vont donc focaliser l'attention des élèves sur un morphème, ici l'affixe, mot, donc qui peut se combiner à un ensemble plus ou moins important de bases grâce à l'application d'une règle morphologique. Donc, si on combine hein, d'ailleurs ces deux activités, on voit en fait hein, qu'en comprenant que plusieurs mots peuvent partager des propriétés communes de sens à travers le partage de soit la même base, soit un affixe, qui peut être un préfixe ou un suffixe, eh bien l'élève comprend que l'on peut créer des mots en se conformant à une logique qui est la logique morphologique.
Alors, sur le travail sur les affixes, par exemple, on peut, en fin de CP, travailler le suffixe heure, toujours à l'oral avec, ici, une comptine morphologique, et effectivement, des activités toujours qui se font à l'oral et qui focalisent les élèves sur le sens véhiculé par le suffixe heure. On peut aussi utiliser des tâches expérimentales à l'oral, en faisant donc des tâches de production morphologique, avec celui qui nage est, etc. Et puis, on peut aussi renforcer en fait la dimension, le travail explicite sur le sens, notamment des suffixes, mais également des préfixes, ici en proposant de manipuler finalement, de produire en fait des espèces de disons, pseudomots morphologiques. Là aussi, il faut contrôler un certain nombre de paramètres, contrôler la productivité des affixes à étudier. Donc, il y en a qui sont plus ou moins fréquents dans la langue, comme if qui est peu fréquent versus heure, et contrôler la transparence sémantique des affixes. Et donc, ça peut faire l'objet ici d'une programmation de ces activités au CE1 et au CE2. Et puis au CE1, au CE2, on peut envisager aussi qu'on peut faire travailler la morphologie non seulement effectivement pour faciliter l'accroissement de vocabulaire et faciliter aussi la compréhension, mais aussi faciliter la lecture. Merci pour votre attention en dépit de ces conditions difficiles.